Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Marin. Si l'on regarde Saint-Marin aujourd'hui, on trouve cet état ridicule. C'est vrai qu'il ne comporte que 40 000 âmes, qu'il n'est pas très étendu et que son équipe nationale a joué 68 fois et a perdu 67 fois, la seule victoire étant contre le Liechtenstein. Mais il est aussi vrai que ce pays n'est pas indépendant parce qu'il ne comporte que peu d'intérêts stratégiques comme Andorre. Je dirais même plus, ce pays est d'un intérêt stratégique. Il est notamment le premier pays à avoir stoppé Napoléon. Bref, laissez-moi vous conter l'histoire de Saint-Marin. La légende veut que Saint-Marin fut fondé par un homme, Marinus. Marinus, en 300, vivait en Dalmatie, dans l'actuelle Croatie, sous l'Empire romain. Chrétien de confession, il fut persécuté pour cela, frôlant presque la mort. À cette époque, l'Empire romain va mal. Il y a de nombreux conflits internes, dont certains débouchent sur des batailles rangées. Et aux frontières, de nombreux barbares franchissent les frontières. Marinus, persécuté et exposé aux invasions barbares, décide ainsi de partir de sa terre. Il part vers l'Italie, plus précisément dans la ville de Rimini, où il devient tailleur de pierre. Mais l'empereur Dioclétien est vivement opposé aux chrétiens. Les chrétiens sont menacés. Marinus, qui tient à la vie, dut quitter son travail et sa vie pour se réfugier sur les hauteurs de celle-ci. Il se réfugie ainsi sur le mont Titano. De là, il accueille ses frères en Christ et fonde une communauté chrétienne. On retient l'an 301 comme la création de cette communauté. Peu de temps après, en 303, l'empereur décide de lancer une vague de persécution. Cette vague durera environ 10 ans. Après quoi, l'évêque de Rimini fit de Marinus un diacre. Un diacre est à l'origine un assistant d'apôtre. Aujourd'hui, un diacre est l'assistant du curé. Son histoire voyagera jusqu'à Rome. La patricienne Donna Felicissima lui fit don du mont. Et la vie suit son cours. 53 ans après ces événements, en l'an 366, notre Marinus meurt, avec ces fameux mots « Relinquo voles bereos ad utroque homine ». Et pour les deux du fond qui ne comprennent pas ce que cela veut dire, je vous laisse libre des autres hommes. Après de la mort de Marinus, Marinus devint Sanctus Marinus, ou en français Saint-Marin. Comme les autres territoires de l'Empire, Saint-Marin a connu la chute de l'Empire. Et comme d'autres cités-États, Saint-Marin est devenu une république, ce qui n'est pas une exception dans la zone. Et comme les autres, elle a cherché à devenir une cité marchande, ce qui a relativement bien marché. Cette politique a été boostée par la présence d'une communauté juive à Saint-Martin. Cette communauté, souvent persécutée dans l'histoire, a ici trouvé un havre de paix. En effet, les juifs n'ont jamais été contraints de quitter le pays, ni même de vivre dans un ghetto. Cependant, la réussite commerciale de la République est à relativiser. En effet, dans la même région se situent Venise et Gênes, qui ont un développement bien plus important, notamment grâce à leur accès à la mer, chose dont ne dispose pas Saint-Marin. Toutefois, le commerce et le développement de l'agriculture s'accompagnent d'une augmentation démographique et économique. C'est ainsi que la petite communauté de Saint-Marin s'étendra jusqu'à atteindre sa taille actuelle, soit 9 châtellenies, que l'on peut comparer aux communes françaises. Ces châtellenies disposent d'un capitaine, élu tous les 5 ans, ainsi que d'un conseil. Cette organisation est très moderne. Elle est comparable à celle actuellement en vigueur en France. Mais ce qui est surprenant, c'est que tout cela a été décidé dans sa 6e constitution, qui date de 1600. Ce qui fait de Saint-Marin la plus vieille république et la plus vieille constitution encore en vigueur au monde. Avec plus de 400 ans, on peut dire que le pays est stable. Ce petit pays a toujours été entouré par de puissants voisins. Nombreux sont ceux qui ont voulu l'annexer. Certains ont réussi, mais toujours pendant des instants très courts. En effet, malgré une faible population et une faible armée, les habitants ayant la liberté chevillée au corps ont toujours lutté pour son indépendance. Si certains ont pris le maquis et les armes pour lutter face à l'envahisseur, le jeu diplomatique a toujours été bien géré par cet État. Ainsi, l'État avait de nombreux alliés, et de puissants alliés. On peut y retrouver des comtes, des ducs et même des papes. Papes qui seront les principaux alliés de la République. En parlant de République, un État puissant est devenu une République. Je parle évidemment de la France. À partir de cet événement, de nombreuses campagnes furent menées. Mais celle qui nous intéresse ici est la campagne d'Italie. Nous y retrouvons Napoléon Bonaparte, en général, qui conduit une armée d'environ 30 000 hommes contre les États coalisés italiens, dont fait notamment partie le Vatican. Malgré son écrasante supériorité militaire, Napoléon ne réussit pas à conquérir la ville. Non pas que cette dernière était bien défendue, mais à cause du profond respect du général pour cette dernière. D'après la légende, il aurait ordonné à ses troupes de s'arrêter aux frontières de Saint-Marin et de ne pas les franchir. Ce qui est sûr, c'est qu'il était un grand admirateur de ce micro-État, qui n'avait jamais fait acte de soumission à quiconque.
et qui était empreinte des idéaux de liberté et d'humanité. Il témoignera dans une lettre d'une grande valeur culturelle de cette ville. Si cette histoire est romanesque, on peut cependant la nuancer. La France vit alors les fameuses guerres de la Révolution. Ces guerres sont souvent ardues, et pour s'assurer des soutiens, la France crée de nombreuses républiques sœurs. Ces républiques ont deux buts: faire adhérer les peuples aux valeurs de la République et le soutien de ces derniers. Si Napoléon avait envahi la plus vieille république du monde afin de lui apprendre les valeurs de la République, cela aurait fait tâche. La République, et plus tard l'Empire, laissèrent ainsi la petite République de Saint-Marin libre. Cette décision aura une importance pour le traité de Vienne. En effet, comme le territoire était indépendant, il ne fait pas partie des régions partagées par les grandes puissances victorieuses. De plus, le traité de Vienne va reconnaître Saint-Marin comme État. Alors dit comme ça, on pourrait penser que cela n'a pas d'importance. Mais en fait, reconnaître l'État va lui donner une importance diplomatique. Une importance relative puisque le pays est faible, mais assez pour que des consuls de Saint-Marin soient envoyés dans divers pays européens. Actuellement, Saint-Marin est représenté à New York, à Jakarta, à Tokyo, à Singapour, à Tirana en Albanie, à Vienne, à Bruxelles, à Sarajevo en Bosnie, à Madrid, à Genève, au Vatican, à Rome, à Paris. Ces villes permettent d'être présents auprès de l'Union européenne, de l'ONU, de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, du FMI, de l'OMS et bien d'autres organisations internationales. La République, qui est connue pour son goût de la neutralité, sera cependant secouée par le XXe siècle. Si le pays reste indépendant, sa politique est régulièrement alignée avec celle italienne. C'est ainsi que son jeu diplomatique s'enrayera. En effet, durant la Première Guerre mondiale, l'Italie est proche de la Triple Alliance, l'Allemagne, l'Autriche et les Ottomans, ce qui contraint Saint-Marin à s'éloigner de la Triple Entente, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Mais l'Italie, cupide, ira voir les deux alliances afin de savoir ce qu'elle pourrait y gagner. La Triple Alliance présente un gros défaut. L'Autriche et l'Italie veulent les mêmes territoires. De plus, l'Italie lorgne sur une partie du territoire autrichien. La Triple Alliance lui promet ces territoires, ainsi que des colonies allemandes en Afrique. L'Italie penche ainsi vers la Triple Entente. Mais l'Italie, qui est une république, sait qu'elle ne pourra pas faire cette guerre sans le soutien de son peuple. Elle finance avec la France des partis pro-intervention. Le caractère monarchique de la Triple Alliance est alors mis en avant. L'Italie finira par déclarer la guerre en 1915 à la Triple Alliance. Pour Saint-Marin, c'est tout son jeu diplomatique qui tombe à l'eau. Cette petite cité s'efforcera alors de se rapprocher de la France. Saint-Marin restera neutre dans cette guerre. Elle abritera cependant quelques déserteurs italiens. Certains habitants se seraient enrôlés dans l'armée italienne en tant que volontaires étrangers, mais leur nombre étant faible, leurs traces ne sont pas fiables. Saint-Marin ne fut que très peu impacté par la Première Guerre mondiale. A contrario, elle fut très impactée par les nouvelles technologies de l'époque. Saint-Marin a toujours une presse écrite indépendante, mais l'arrivée de nouvelles technologies, qui demandent une large clientèle afin d'être rentable, rend Saint-Martin dépendant des productions italiennes. Pour comprendre ce qui se passe dans ces années, je vous propose de jeter un coup d'œil aux travaux du docteur en histoire Christophe Verneuil. Il nous dit ceci. Le système médiatique est profondément bouleversé durant la première moitié du XXe siècle par l'apparition et le succès foudroyant de deux nouveaux moyens de communication, de divertissement et d'information. Le cinéma, puis la radio. La presse perd son monopole de l'information. Le cinéma et la radio bénéficient d'un avantage décisif sur la presse. Ils produisent un effet de réel. La force de persuasion et d'émotion du cinéma et de la radio est donc plus grande que celle de la presse écrite. Les années 1900-1930 constituent une révolution de la communication et annoncent le triomphe de la télévision qui cumule les avantages de la radio et du cinéma. Après avoir parlé de son implantation aux USA, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, il reprend. La liberté des médias est un non-sens pour les nazis. C'est également l'avis des fascistes italiens. Établie de 1922 à 1926, la dictature fasciste entend faire des Italiens des hommes nouveaux, tout comme les communistes en URSS et les nazis en Allemagne. Mussolini, dirigeant du Parti socialiste italien en 1914, connaît bien l'importance de la presse et de la propagande pour gagner le peuple à sa cause. La dictature fasciste, qui est la première à se qualifier elle-même de totalitaire, se fonde sur le culte du Duce, qui a toujours raison. La propagande invite les Italiens à croire, à obéir, à combattre. Mais à la différence de l'URSS et de l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste n'est pas totalement totalitaire. Des médias indépendants existent, ceux de l'Église catholique et de la papauté. Grâce à ces explications, nous comprenons bien que les nouvelles technologies ont diffusé à outrance les discours empreints d'idéologie fasciste auprès des habitants de Saint-Marin. Ces discours ont convaincu une partie des habitants, notamment Giuliano Gozzi, qui fonda le parti fasciste de Saint-Marin. Ce parti,
Créé en 1922, date d'investiture de Mussolini en Italie, il est probable, même si rien ne l'atteste, que le parti fasciste italien ait aidé à la création et la structuration du parti de Saint-Marin. Toujours est-il qu'en septembre, un mois après la création du parti, ce dernier détruisit les locaux de la première presse écrite de Saint-Marin. Peu de temps après, une équipe du parti de Mussolini entrera à Saint-Marin et essaiera de capturer Giuseppe Giuletti, un opposant de Mussolini, originaire de Rimini. L'opération échouera. Le parti fait de nombreuses autres actions et se présente en 1923 aux élections de Saint-Marin, élections qu'ils remporteront. Il faut noter que Saint-Marin est connu pour sa grande corruption. Même aujourd'hui, l'achat de vote est une chose devenue banale dans cette république. Avec l'arrivée au pouvoir du parti, les opposants sont arrêtés, la presse censurée. Bref, la dictature autoritaire commence. Le parti fasciste de Saint-Marin doit beaucoup à celui italien. Une grosse proportion de ses cadres sont italiens, et le pays perd progressivement de son indépendance. C'est ainsi qu'une voie ferrée voit le jour entre Rimini et Saint-Marin aux frais de l'Italie. Si les Italiens s'immiscent dans les affaires de Saint-Marin, l'inverse est aussi vrai. Depuis 1870, l'Italie occupe Rome et ses environs. Le pape, qui était l'ancien maître de ces terres, refuse de reconnaître l'annexion et se réfugie dans le palais du Vatican. Les papes se décrivent alors comme prisonniers du Vatican. Cet incident est généralement appelé la question romaine. Les Italiens sont très pieux et très catholiques. Le fait que leur État retienne prisonnier le chef de leur foi les chagrine quelque peu. Les fascistes de Saint-Marin ont poussé les Italiens à libérer le pape. Même si l'influence de Saint-Marin est négligeable, cela conduira aux accords de Latran, qui verront la création de l'État du Vatican en 1929. L'Italie prend alors le catholicisme comme religion d'État. En 1933, un coup d'État a lieu à Saint-Marin. Malheureusement, ce dernier échoua. En effet, il fut découvert avant sa mise en œuvre. Plusieurs personnes furent emprisonnées. Ils seront condamnés de 4 à 20 ans de travaux forcés, peines qui n'auront pas exécutées et ces prisonniers seront libérés après la guerre. En 1935, l'Italie déclare la guerre à l'Éthiopie. La guerre dure 8 mois et est plus difficile que prévu. Si aucun Saint-Marinais n'a participé à cette guerre, cela éloigne considérablement l'Italie des Alliés et Saint-Marin par la même occasion. Cependant, Saint-Marin n'est pas l'Italie. Quand cette dernière impose les lois raciales en 1938, Saint-Marin ne suit pas le mouvement. Les Juifs étant bien perçus dans le micro-État, des Juifs italiens s'y réfugient. L'Italie, qui n'a pas une industrie suffisante pour mener une grande guerre, ne rentre pas en 1939 dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne. Il fallut attendre les victoires allemandes pour voir l'Italie rentrer pleinement dans la guerre en 1940. Le projet étant que l'Italie et la France de Vichy conquièrent les territoires de l'Afrique et du Moyen-Orient. Saint-Marin avait des sympathies pour le régime italien, mais il n'entra pas en guerre, il restera neutre. Les victoires italiennes et allemandes continuèrent. En 1942, l'Italie fit pression sur le régime saint-marinais pour qu'il passe les lois raciales, ce qu'il fit. Les Juifs profitèrent du relief montagneux du petit État pour s'y cacher. Il n'avait aucune autre solution. Saint-Marin étant enclavé dans un pays ayant lui-même ses lois raciales, les Juifs auraient eu du mal à fuir. Malheureusement, certains n'auront pas de chance et seront trouvés. Si le malheur est venu d'Italie, le bonheur aussi. Un an après, en 1943, le parti fasciste italien tombe. Saint-Marin suit le mouvement et fait chuter son parti fasciste 3 jours après. Cette fois, le malheur viendra d'Allemagne. Les Allemands remirent le Duce en place. Encore une fois, les Saint-Marinais suivirent le mouvement. Après le débarquement de Sicile, les Alliés remontèrent l'Italie et arrivèrent au niveau de Saint-Marin. Ici commence la bataille de Saint-Marin. Les Allemands avaient placé là une ligne défensive, appelée la ligne gothique, à proximité de Saint-Marin. Lors de l'offensive visant à prendre Rimini, le Royaume-Uni a supposé la présence de forces allemandes dans Saint-Marin et a bombardé le territoire, faisant 35 morts parmi les civils. Les Allemands n'étaient pas présents à Saint-Marin, mais comme ils utilisaient les lignes de communication saint-marinaises, ils envoyèrent des hommes pour sécuriser ces lignes et pour observer l'artillerie britannique. Le 17 septembre 1944, des forces terrestres britanniques attaquèrent des forces allemandes sur les collines de Saint-Marin. Le 19 septembre, les Britanniques sont victorieux, et le 20 septembre, ils occupèrent la ville de Saint-Marin. Le lendemain, ils repartent, laissant le contrôle à des forces de défense saint-marinaises. Cette bataille n'eut pas de réelles conséquences sur la guerre. Les forces britanniques repartirent pour Rimini. Après-guerre, en 1945, un litige diplomatique eut lieu entre le Royaume-Uni et Saint-Marin. Saint-Marin réclamait 732 millions de lire, l'équivalent de 78 millions d'euros actualisés. Londres rejeta la demande, prétextant que l'Allemagne avait violé la neutralité de Saint-Marin avant les Britanniques.
Un paiement à titre gracieux a eu lieu, d'une valeur de 80 000 livres, ou de quasiment 8 millions d'euros actualisés. Depuis, le pays est un havre de paix, il y a peu d'activités. En fait, une bonne partie des Samarinais sont de riches personnes qui, comme à Monaco, utilisent le pays pour payer moins d'impôts. La grosse différence avec Monaco est la mafia. En effet, plusieurs personnages assez sombres ont vécu à Saint-Marin. On y retrouve ainsi du blanchiment d'argent, de la corruption et plusieurs autres activités en lien avec le crime organisé. Ironiquement, le pays est classé comme l'un des plus sûrs d'Europe. C'est ainsi que nous laissons Saint-Marin. Merci d'avoir visionné la vidéo. Likez, commentez. Bye!